Béatrice Brugère, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, donc FO, et nous vous recevons pour justement essayer avec vous de regarder un petit peu dans le contexte actuel, qui est un contexte véritablement explosif, la question de la réponse pénale en France, de l'organisation de la justice, du lien entre police et justice, de la façon dont est traitée la justice, avec évidemment un nouveau ministre qui fait beaucoup parler de lui. Pour une fois, on traite de ces questions-là, on en parle, mais en parle-t-on bien? Enfin, c'est tous ces sujets que nous allons aborder. Alors, on peut peut-être commencer justement par la question qui est véritablement la question d'actualité, c'est-à-dire que la police est dans un moment de crise, dans le sens où les attaques contre des policiers ont frappé l'opinion ces derniers temps. On sent une impuissance des pouvoirs publics à organiser, à protéger même les policiers. Comment s'organise derrière la réponse pénale pour que les choses soient véritablement efficaces ? Alors, merci d'abord de votre invitation. Nous, on a une position un peu particulière au ministère de la Justice parce qu'on représente le seul syndicat qui est confédéré. C'est-à-dire que dans notre syndicat, on a également des syndicats de policiers. Donc on est très sensible à cette idée de continuité du terme que vous avez utilisé de chaîne pénale, qui est un terme d'ailleurs qui n'est pas accepté par tout le monde de manière évidente, c'est-à-dire cette fluidité entre tous les acteurs du début de l'enquête jusqu'à l'exécution des peines si on est au pénal. Ce terme, parfois, il est mal compris parce qu'on a tendance, et c'est bien dommageable, à opposer souvent les acteurs, la police, la justice, sur des segments qui sont très différents. Nous, au contraire, on pense que dans l'optique d'une bonne justice et de l'intérêt général, il faut qu'il y ait à la fois une fluidité entre ces acteurs, premièrement, et deuxièmement, il faut que dans cette chaîne, pour garder cette image qui est assez intéressante, tous les maillons de la chaîne soient cohérents dans l'activité, dans la poursuite, j'allais dire, des mêmes objectifs. Or, nous critiquons depuis plusieurs années, ça ne date pas d'aujourd'hui évidemment, le fait que la justice, dans cette idée, est un maillon faible et que ça ne sert à rien du coup de renforcer, si vous voulez, le maillon d'avant ou le maillon d'après, si nous sommes ce maillon faible. Et pourquoi nous serions évidemment ce maillon faible ? Parce que, en tout cas, ce qui concerne le ministère de la Justice, on assiste depuis plusieurs années, donc ça ne date pas du tout de ce ministre ni de celui d'avant, mais à une forme d'abandon de la part des pouvoirs publics sur la manière dont on travaille. Donc ça, c'est toute la question du budget qui a déjà été traitée, mais pas que sur le budget, sur les missions elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est un ministère qui, paradoxalement, est extrêmement réformé. On est tout le temps en réforme, contrairement à ce qu'on peut entendre, qu'on est un ministère un peu corporatiste, vieillot. En fait, on est tout le temps réformé. Chaque fois qu'on a un ministre, on a un train de réforme. Sauf que on a peut-être trop de réformes, j'allais dire, qui sont des réformes de communication politique, avec des alternances politiques qui font qu'aujourd'hui, notre système est devenu incohérent, complexe, illisible. Vous rajoutez ça avec un déficit budgétaire et un déficit de moyens, et on arrive à un système, et j'utilise le mot qui me semble assez intéressant parce qu'il peut être utilisé aussi pour les policiers, un système de saturation. Saturation au niveau de la norme, saturation au niveau des demandes et des exigences qui sont contradictoires, souvent, saturation au niveau des capacités, si vous voulez, à répondre à toutes les demandes. Et il faut remettre ça dans un contexte, en plus, d'une société qui elle-même est en fragmentation et a des crises aussi, ce qui fait que la justice devient à chaque fois un petit peu la dernière roue de secours d'un État qui a du mal à faire face, lui aussi, à toutes les demandes sociétales. Et du coup, il y a une pression énorme sur la justice qui fait qu'on devient un petit peu à la fois le recours symbolique, et en fait, on est, et vous l'avez dit très bien, parce que ce mot est extrêmement important, impuissant par rapport à la demande. Alors, si on rentre un petit peu dans les choses concrètes, vous dites les demandes sont contradictoires, etc. Déjà, il faut nous expliquer en quoi c'est contradictoire. Et ensuite, on sait qu'il y a un affichage. L'affichage, c'est, si je ne me trompe,
de la part du gouvernement, 90% de réponses aux différentes affaires qui peuvent surgir, à la délinquance. Voilà, 90% des problèmes sont traités, nous dit le gouvernement. Il me semble que vous n'êtes pas exactement sur les mêmes chiffres. Pourquoi et comment tout ça se joue ? Alors, parce qu'en effet, on est un ministère qui, en fait, est très politisé en termes d'affichage, puisque les sujets de sécurité et les sujets de justice sont des sujets qui fragmentent beaucoup les partis politiques et positionnent souvent, d'ailleurs, droite-gauche. Donc, on est un ministère qui a été investi par beaucoup d'idéologies et dans la manière de répondre, pour essayer de répondre à votre question, on a aussi beaucoup d'idéologies et un logiciel qui est celui de vouloir réinsérer et de répondre à toutes les infractions. Sauf qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont extrêmement limités et que on veut répondre à tout, mais on n'en a pas les capacités. Donc, on a des moyens de dérivation permanente qui fait que le taux affiché n'est pas le taux réel de la vraie réponse. C'est-à-dire qu'on fait des fausses réponses. Il y a une déconnexion entre la manière dont on répond et le contenu réel de la réponse. Je m'explique. Par exemple, on va répondre à toutes les infractions qui nous sont communiquées, mais en amont, on a déjà écrémé énormément de faits délictuels parce qu'on ne prend pas toutes les plaintes, que par exemple les mains courantes ne sont pas traitées, que tous les délits d'abord ne font pas l'objet d'une plainte. Donc il y a toute cette partie-là déjà que l'on ne peut pas traiter. Ensuite, toutes les plaintes qui nous arrivent, eh bien, il y en a un certain nombre, même beaucoup, qui sont, si vous voulez, mal faites, mal constituées, sur lesquelles on ne peut pas répondre. Mais c'est quand même calculé comme un taux de réponse. Et puis sur celles qui nous restent, et c'est là où il y a un peu, j'allais dire, un logiciel ou une idéologie, on fait énormément d'alternatives aux poursuites. Et en fait, on a de plus en plus développé les alternatives aux poursuites, qui peuvent être par exemple un rappel à la loi, un classement sous condition, qui peut être, je ne sais pas, un délégué du procureur. Et c'est là où, si vous voulez, on est assez faible, c'est que c'est un peu des fausses réponses, c'est des réponses qui ont très peu de contenu. Et sur les vraies réponses où on peut avoir du contenu, notre système étant très saturé, on renvoie de moins en moins devant une audience, parce qu'on n'en a pas les moyens. Et quand on condamne, eh bien, on a un autre système qui arrive, qui est celui d'aménager très rapidement la réponse. Par exemple, les peines de prison, on nous demande, pour vous donner un exemple, de prononcer une peine de prison, mais de ne pas la mettre à exécution si elle est de moins de 2 ans. Or, il faut quand même savoir que pratiquement 80% des peines de prison font moins de 2 ans. Donc, on dit oui, on vous donne une peine de prison, mais dans, j'allais dire, le même temps, on nous demande de la transformer et de l'aménager. Pourquoi pas? Sauf que cet aménagement de peine, on peut discuter déjà sur le principe, cet aménagement de peine, lui-même, si vous voulez, on n'a pas les moyens derrière de faire ce qu'on appelle de l'accompagnement, de l'approbation, de la réinsertion. Donc c'est tout un système un petit peu, c'est une machine énorme qui fonctionne, où on a l'impression qu'on répond énormément, mais en réalité, à la fin, j'allais dire, du tunnel, la réponse pénale réelle est extrêmement limitée. Nous, on avait fait un calcul sur 80%, par exemple, de réponses pénales affichées. En réalité, on était sur 15% de réponses réelles. Donc, si vous voulez, il y a une déperdition énorme qui fait qu'on a beaucoup d'acteurs qui travaillent, mais pour le justiciable, c'est pas visible, c'est pas palpable et c'est réel. Vous voulez dire que, si on le dit très concrètement, quand les policiers se plaignent assez souvent d'arrêter des délinquants et de les retrouver le lendemain dans la rue avec un sentiment d'impunité totale, en fait, c'est au niveau de la réponse pénale que ça se joue, ou plutôt de l'absence de réponse pénale, de l'incapacité à adapter ça au type d'infraction. C'est-à-dire que l'idée qui consiste à dire c'est dès les premières infractions qu'il faut agir, en fait, nous n'avons pas les moyens de faire cela. Et quelle serait une bonne action? Quelle serait une bonne organisation? Il y a plein de questions. En fait, oui, j'ai l'habitude de poser à peu près 25 questions en une seule. Non, mais en fait, vous avez posé la question de comment on répond tout de suite au début de la délinquance.
c'est-à-dire au départ, nous, on répond par un système justement qui n'est pas d'une réponse tout de suite efficace. C'est-à-dire que pour les mineurs, qui est le vrai sujet majeur, si je puis dire, de la justice, on a un système, si vous voulez, qui n'est pas d'une réponse efficace, immédiate, tout de suite. Donc le mineur a l'impression que la sanction ne va pas vraiment tomber. Donc ça, c'est un vrai sujet, et ça, c'est un sujet même philosophique, comment on répond par rapport à une délinquance qui commence à monter. Deuxièmement, la réponse, vous dites oui, on arrête, la police arrête et la justice relâche. C'est pas faux, c'est parce qu'en fait, quand on arrête, on peut faire des alternatives aux poursuites qui ne sont pas celles d'un renvoi devant un tribunal. Donc c'est ce sentiment que vous décrivez où on relâche, mais en fait c'est comptabilisé quand même comme une réponse. Par exemple, si vous arrêtez quelqu'un et qu'on fait un rappel à la loi, c'est comptabilisé comme une réponse pénale. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce n'est pas la bonne réponse pénale si on estime que cette réponse, elle est inefficace dans le temps. Donc c'est très compliqué parce que ce que l'on donne à voir n'est pas la réalité de ce que l'on fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une véritable déconnexion entre le traitement judiciaire et la réalité et le contenu de la réponse. Mais sur les mineurs, on a un vrai sujet, et je pense que c'est là où, à mon avis, il faut changer et revoir le logiciel. C'est d'ailleurs le seul sujet qui est sur la table aujourd'hui de notre ministre, puisque sur le calendrier législatif qui reste dans la fin de ce mandat, c'est la réforme des mineurs. Or, le discours actuel, c'est de dire pour avoir une bonne réponse pénale, il faut répondre très vite, tout de suite, pour être efficace, et il faut que la sanction, elle soit adaptée à l'infraction. Or, pour les mineurs, nous avons des délais de réponse qui sont de plus de 18 mois. Comment ça se fait, ça ? Parce qu'on a des stocks, parce qu'on a une procédure extrêmement complexe, extrêmement lente, parce que les mineurs, ça veut dire beaucoup d'expertise sociologique, psychologique, etc., etc. Donc on a des procédures extrêmement complexes. Et le projet qui avait été porté par Nicole Belloubet, qui sera sans doute repris par notre ministre, rajoute du temps au temps. Donc si vous voulez, ce que l'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on a une communication politique qui nous instrumentalise, qui dit « il faut aller très vite », c'est ce qu'on entend « justice de proximité, réponse immédiate », et on a des textes de loi, et c'est quand même des injonctions contradictoires, qui en fait proposent l'inverse. C'est-à-dire que le texte, par exemple, sur le mineur, aujourd'hui, propose de rajouter une césure. C'est la grande idée du texte, c'est-à-dire on va faire une séparation entre la culpabilité et la sanction. Donc on va rajouter encore du temps. Donc c'est pas du tout pédagogique, et c'est là où je dis que justement, à la fois c'est un problème de logiciel idéologique, à la fois c'est un problème d'instrumentalisation de communication politique, c'est aussi un problème de moyens, ça c'est sûr, parce qu'on manque aussi de magistrats, mais c'est aussi un problème d'idéologie très très forte au sein de ce ministère, et notamment sur la justice des mineurs. Alors justement, comment, enfin peut-être que tu avais une question à poser. Comment se joue cette question idéologique ? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle est absolument fondamentale, c'est-à-dire qu'on voit monter des débats qui sont des débats très médiatiques, en fait, sur la question du fait que les juges seraient politisés, que les juges seraient comme ci ou comme ça. Comment ça se joue très concrètement ? Vous dites qu'il y a une question idéologique. Quelle est-elle exactement ? Quelle est la philosophie qui est à l'œuvre actuellement dans notre réponse pénale, notamment sur les mineurs, et qu'est-ce que vous estimeriez juste et efficace ? Alors, l'idéologie, ce n'est pas obligatoirement de la politique, d'ailleurs. Ça peut être deux choses différentes. Donc, il y a une politisation de certains magistrats qui est assumée, on la connaît. Bon, là-dessus, c'est vrai. Mais c'est plutôt le logiciel idéologique qui est celui de la réinsertion à tout prix pour les majeurs. C'est-à-dire qu'on part du principe que on peut changer l'homme et que c'est à partir de là qu'on va mettre en place, si vous voulez, un traitement socio-éducatif. Ce qui est plutôt une vision de l'homme assez, j'allais dire, assez noble. Tout à fait. De considérer que personne n'est irrécupérable. Exactement. Encore faut-il se donner les moyens de le récupérer. Sauf que c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut voir ce qu'il y a dans le contenu de ce traitement thérapeutique socio-éducatif, donc le contenu est intéressant, et il faut faire des retours d'expérience pour voir si ce que l'on met en place fonctionne. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va faire de la réinsertion, faut-il voir encore si ça fonctionne. Or, en France, et ce n'est pas
propre à la justice, on a un problème sur le contrôle, c'est-à-dire qu'on est dans un système déclaratif. Donc on fait très peu de contrôle en réalité dans la probation. Donc on a pris le virage de faire de la probation plus que de la répression, sauf que la probation et la manière dont on le fait est faible. Pourquoi ? Parce qu'on y met très peu de moyens humains, très peu de moyens matériels, et que le contenu de cette probation n'est pas, validé par des retours d'expérience pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Manifestement, ça ne marche pas toujours très bien, puisque en fait, avant de mettre en prison, on a en général essayé toutes les modalités de ces peines alternatives, et on voit des gens qui reviennent et qui en fait ne sortent pas de la délinquance. Donc il faut déjà avoir le courage, de voir si ce que l'on met en place fonctionne, parce que ça c'est le plus important. Or là, c'est très très compliqué de remettre en question, si vous voulez, le schéma tel qu'il est mis en place. Après, je vais vous donner par exemple un exemple sur le projet de loi là, qui est en fait une ordonnance d'habilitation sur les mineurs comme réponse pénale, vous allez apprécier. On estime que si un mineur qui commet un acte délinquant relativement grave s'excuse auprès de la victime, c'est une réponse pénale. Donc, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit pas de dire on répond. Il faut voir comment on répond et quelle est la qualité de cette réponse. Et là, il y a beaucoup d'idéologie, puisqu'en fait, on est dans un système où pour les mineurs, l'éducatif doit primer sur le répressif. Nous, on pense que pour les mineurs, certaines réponses répressives sont éducatives. C'est-à-dire qu'il vaut mieux taper fort très vite, dans un temps très limité, que de donner des réponses symboliques parfois qui laissent le sentiment aux mineurs qu'en fait, il n'y a jamais de sanction. C'est pour ça que, par exemple, les sanctions comme les mesures de réparation peuvent être très intéressantes, parce que les mineurs, il faut que ça tombe tout de suite. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais il faudrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de césure. Il faut au contraire raccourcir le temps de la réponse, de la culpabilité et de la sanction. Or, chez les mineurs, c'est exactement l'inverse, parce que c'est un domaine qui a été investi par beaucoup d'idéologies, il faut quand même le reconnaître, où on pense que plus on prend son temps, mieux c'est. Nous, on pense que c'est l'inverse. Moins on prend son temps, c'est-à-dire que plus la réponse est rapide, quelle que soit d'ailleurs la réponse, déjà c'est une forme d'éducation. Sauf que ça nécessite d'avoir, en effet, vous le disiez, des structures, et que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs, de toute façon, la question des structures se pose. On passe son temps à débattre de l'engorgement des prisons, de la question des centres éducatifs fermés. Est-ce que ça se joue aussi beaucoup sur une question de moyens ? Est-ce que ça se joue sur une question de conception de ce que doivent être les différentes structures ? Comment on résout l'impuissance là aussi Alors, c'est un peu les deux, mais là où vous avez raison, c'est qu'en fait on est arrivé à un système de saturation complet pour les mineurs, y compris dans les structures, mais parce que idéologiquement on n'a pas voulu aussi aller sur la construction. Il y a eu beaucoup de réticences. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'on paye l'addition de choix politiques qui sont extrêmement anciens. C'est pas simplement hier ou avant-hier, c'est-à-dire que c'est pareil pour les prisons. La problématique des prisons, alors d'abord, on est descendu sous les 100% d'occupation, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle sur le côté de l'occupation. Mais la question de la construction des prisons, c'est une question, si vous voulez, qui est récurrente depuis des années. La loi sur l'encellulement individuel, elle date de 1875. Donc depuis 1875, si vous voulez, on aurait dû construire des prisons. Aujourd'hui, on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, et parfois à juste titre, parce qu'on n'a pas investi, si vous voulez, dans l'immobilier, donc on a des conditions d'insalubrité, etc., etc. Et on a plutôt moins de places de prison que les pays équivalents en Europe. Plus, ça dépend quand on compare vis-à-vis de la Grande-Bretagne, même vis-à-vis de l'Allemagne, on est un petit peu en dessous. Donc, si vous voulez, on a laissé, encore une fois, se dégrader la situation. On pourrait faire un comparatif qui est assez intéressant avec les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a eu une gestion budgétaire, si vous voulez, des places comme dans les lits d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire au minimum. On a très peu investi. Et aujourd'hui, on est au pied du mur. Et comme on est au pied du mur, et ça pose un vrai problème, c'est qu'on n'a plus une capacité réelle, si vous voulez, d'incarcérer dans des conditions
qui sont des conditions correctes. Ça ne veut pas dire que toutes les maisons d'arrêt ou les centres de détention sont dans des conditions... Non, il y a des maisons grandes disparités, en fait. Oui, tout à fait. Il y a énormément de disparités. C'est qu'aujourd'hui, et c'est tout nouveau, on va nous obliger à remettre dehors ou à ne pas incarcérer au regard des conditions. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de sécurité. Donc, la réalité, c'est qu'on a inversé le schéma. C'est-à-dire que la réponse pénale n'est pas adaptée à la réalité de la criminalité. La réponse pénale dépend de nos capacités matérielles, budgétaires, de dignité, de conditions pour ou non incarcérer. Donc on est complètement arrivé dans un système, j'allais dire, qui est celui d'une faillite et d'une impuissance. Oui, mais certains vous diront que ça oblige à réfléchir à des alternatives à la peine de prison, que ça permet d'inventer d'autres choses dans la mesure où la prison, certains l'estiment criminogène, certains l'estiment inefficace puisque engendrant de la récidive. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les choses de façon positive comme ça ? Je me fais l'avocat du diable. Plus les peines de prison sont courtes, plus la récidive derrière est importante. Oui, mais c'est pour ça que donc, je me faisais un peu l'avocat du diable. La prison, c'est aussi la statistique de la récidive, oui. En particulier pour les mineurs. C'est ça la quadrature du cercle de l'enfermement des mineurs. C'est que plus on les envoie en prison, plus on a l'air de répondre à la gravité de leur... Parce que pour qu'un mineur soit envoyé en prison, il faut quand même que la peine, l'infraction initiale soit grave. Mais plus on l'envoie en prison, plus récidive. C'est quand même un problème. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire cette équation en réalité. Quand on dit la prison est criminogène, là, je pense que quand même, il y a des contre-vérités. C'est-à-dire que quand nous... 42%. On envoie 42% des condamnés à moins d'1 an de prison recommencent. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand nous, on envoie en prison, et surtout un mineur, c'est qu'il a déjà un passif général de délinquant qui fait que c'est pas la prison qui fait qu'il est récidiviste, c'est que c'est parce qu'il est récidiviste qu'il va en prison. Donc à mon avis le raisonnement c'est plutôt dans ce sens-là. Et quant aux statistiques du ministère de la Justice sur les mineurs, elles sont incomplètes, anciennes et absolument pas exploitables sur ce genre. C'est pas de votre faute, mais je veux dire, elles sont pas du tout exploitables comme ça, parce que la récidive, c'est un terme légal. Et en fait, pour que la récidive soit comptabilisée, ça c'est un terme très important, il faut qu'en fait, la première condamnation soit définitive et que la deuxième condamnation réponde à la première. Or, pour les mineurs, ce qu'il faut savoir, c'est que comme les délais de jugement sont énormes, parfois ça peut aller jusqu'à 4 ans, en fait, les mineurs, ils ont déjà réitéré plein de faits sans que la première condamnation tombe, donc soit définitive, et donc le terme de la récidive n'est pas retenu. Donc le terme de récidive tel que les statistiques l'emploient, en fait, sont fausses. En fait, il faut parler de réitération et de parcours de délinquance. Et sur les parcours de délinquance, quand vous envoyez un mineur en prison, c'est qu'il a déjà avant un parcours de délinquance, donc il est déjà réitérant ou récidiviste de fait. Donc c'est pas la prison qui est criminogène. La question, c'est pas comme ça qu'il faut la poser, c'est est-ce que la prison offre aux mineurs, par contre, un lieu utile, déjà, de réinsertion ou de remise à niveau pour éviter qu'en sortant, ils deviennent encore délinquants. C'est ça en réalité. Or, comme on a sous-investi ces lieux-là parce qu'on ne les aime pas, les prisons jusqu'à présent ont été des lieux délaissés. Et c'est ça qui est dommage, c'est que depuis des années, on est dans une politique d'évitement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas penser la prison. Or, la prison, aujourd'hui, et ça c'est bien dommage, devrait être un lieu, par exemple, il y a des ateliers où les détenus pourraient travailler, ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a très peu de prisons qui sont en capacité d'offrir du travail. Pourquoi ? Parce que ce sont des lieux qui n'ont pas été investis comme ça, si vous voulez. Donc, c'est vrai que la problématique de la prison, elle est assez compliquée. Question bête, mais sur les mineurs, c'était pas l'idée des centres éducatifs fermés d'offrir justement un principe éducatif qui permettait d'éviter ça ? C'est la question oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, mais là aussi, il y a eu un tir de barrage sur les centres éducatifs parce que tout ce qui est fermé, alors que pour les mineurs, ce qui est très intéressant, en tout cas pour les magistrats qui s'occupent des mineurs, c'est de dire que souvent le mineur, quand vous l'extrayez de son environnement qui est criminogène, pour le coup, pour reprendre ce terme, vous lui rendez service. Donc, encore une fois, c'est pas les murs qui comptent, c'est le contenu.
que ce soit dans les centres, que ce soit en prison, etc. Et au contraire, le sortir d'un milieu criminogène peut être extrêmement intéressant. Mais la question des mineurs aujourd'hui est très compliquée parce que les délais ne permettent pas de toute façon d'avoir une réponse pénale adaptée et les structures non plus. C'est vrai que le plus terrifiant quand on parle à un juge ou à un policier, c'est que ce sont deux ministères aveugles. Oui. C'est-à-dire que ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a des ordinateurs partout, que toutes les entreprises savent un peu. Ils ignorent complètement, que ce soit vous, la justice ou la police, vous ignorez la population à laquelle, sur laquelle vous êtes censé travailler. Et les statistiques sont toujours mauvaises, incomplètes, on ne peut pas les utiliser, on ne connaît même pas les différences. Vous parlez de politique pénale, mais la politique pénale, il y en a autant que de parquets, que de procureurs, que de tribunaux quasiment. Bah oui, tout le monde sait que telle cour d'assises, elle va être plus répressive que telle autre, que dans tel parquet, il y a des distorsions énormes entre une infraction à peu près identique et la réponse du parquet du coin. Et en fait, on n'a pas de statistiques de ça. Donc, comme vous n'avez pas de statistiques de ça, les uns vont faire une lecture globale en fonction de ceci ou de cela, et les autres en fonction d'autres. En fait, il n'y a pas de discussion solide possible tant qu'il n'y a pas de données fiables. Et chez vous, il n'y a pas de données fiables. Vous mettez le doigt sur le point fondamental, c'est que toutes les réformes, et c'est ce que je disais au départ, on ne fait que réformer dans ce ministère, toutes les réformes partent de l'imaginaire, de sentiments, d'idées, tiens, ce matin, je vais faire ça, et si vous voulez, en fait, d'une approche très politicienne. La réalité, c'est qu'on ne travaille pas sur les faits, parce que d'abord, on ne les a pas, on n'a aucune visibilité sur la criminalité, donc en fait, on ne fait pas de retour d'expérience, ce que je disais tout à l'heure, même sur notre capacité à faire de la probation, qu'est-ce que c'est que le contenu, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est le TIG. Alors là, travail d'intérêt général. Ça, c'est à la mode. Bon, pourquoi pas? J'allais dire, non, mais à la rigueur, pourquoi pas un travail d'intérêt général? Bon, sauf que quand vous regardez le rapport qui a été fait par le député qui préconise le TIG, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour mettre en place un TIG qui semble être la réponse immédiate, efficace, de proximité, il faut 400 jours. Bon, donc voilà, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une approche rigoureuse, je ne suis pas une fan de statistiques, mais rigoureuse sur la réalité des moyens, sur la réalité de la criminalité. Vous avez vu, on a un ministre qui parle de sentiment d'insécurité. Je veux dire, mais on a envie de dire, mais où sont les statistiques qui permettent de voir l'évolution ou pas de la violence? Après, qu'on ait des politiques pénales qui soient un peu régionales et adaptées au milieu criminogène de chaque région, moi, au contraire, je trouve ça plutôt très bien. Je pense que le côté politique nationale, si vous voulez, tout d'un coup, on va faire les violences aux femmes, et puis voilà. Je pense que chaque secteur, chaque région doit au contraire avoir une politique pénale, parce que là, on est au plus proche de la réalité, qui soit locale et régionale. Sauf que dans nos politiques pénales nationales telles qu'elles sont déclinées, il n'y a pas de priorité. En fait, la priorité, c'est le journal de 20h, c'est le dernier événement médiatique, c'est la pression politique du jour. Par exemple, aujourd'hui, en tout cas sur le côté médiatique, on a un vrai problème sur les agressions sur les forces de l'ordre. Donc, on va avoir une circulaire qui va arriver, qui va nous dire « Attention, il va falloir être très vigilant ». Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas l'événement ou le mort ou l'accident qui doit déterminer la politique pénale, c'est la réalité du terrain qui doit remonter et qui doit déterminer les politiques pénales. Sinon, on fait du séquentiel en permanence. Et comme on fait du séquentiel et du médiatique en permanence, en fait, on ne fait rien d'intéressant parce qu'on ne fait rien en profondeur. Donc c'est de l'affichage. Comme les moyens, souvent, ne sont pas au rendez-vous, on a eu pléthore de lois qui ne sont jamais rentrées en action parce que derrière, il n'y a pas d'étude d'impact, on ne met pas les moyens, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je vous donne un exemple très, très amusant. On a parlé récemment, si vous voulez, de l'encadrement militaire pour les jeunes. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas? On peut être ouvert à toutes les idées. Sauf que c'est déjà voté, ça existe déjà. Oui. Donc on redécouvre des choses qui existent déjà. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, on est dans une accumulation permanente du fait divers. Chaque fait divers, c'est une nouvelle loi ou une nouvelle annonce, et on n'a ni cap ni gouvernail à long terme. Pour avoir un cap et un gouvernail à long terme, il faut, comme vous le dites très justement, avoir déjà une connaissance réelle de la criminalité, à partir de là, une priorisation
si vous voulez, de ce que l'on peut faire et de ce que l'on sait faire. Et sur la réponse pénale, on sait aujourd'hui, mais ça, il faudrait avoir des études criminelles et on ne veut pas les avoir, s'apercevoir que c'est un petit noyau, y compris chez les mineurs, de délinquants extrêmement chevronnés qui font le maximum d'infractions. Oui, c'est d'ailleurs les chiffres que tu avais sortis sur la délinquance des mineurs, le fait qu'il y avait certains endroits où cette délinquance augmentait de façon vertigineuse, jusqu'à 30% dans certaines villes. Donc c'était très, très focalisé en fait. Mais ça, on n'a pas de stats en fait. Mais parce qu'en fait, ce ministère-là... Amazon connaît ses clients, les supermarchés connaissent leurs clients par région, un Leclerc de l'Ouest ne va pas avoir les mêmes livraisons, la même chalandise. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur, ils ne connaissent pas leur population. Et ils n'ont aucun suivi de leur population. Mais c'est quoi c'est encore la justice du 19e siècle. C'est ça, on est complètement obsolescent. C'est quoi l'étude en fait, de notre milieu, de notre terrain? C'est la criminologie. C'est un gros mot, la criminologie. Ça a été quelque chose sur lequel on n'a jamais voulu aller. Aujourd'hui, on a un professeur de criminologie qui est M. Bauer, qui s'est battu pour avoir une chaire. Et c'est très politique. C'est comme l'organisme des statistiques qu'on est en train de supprimer. Parce que justement, en fait, si vous faites de la rigueur, si vous commencez à regarder le terrain, c'est très gênant aussi parce que ça vous met face à face avec la vérité. On a une déconnexion totale dans ce ministère entre le terrain et les annonces qui sont permanentes de politique pénale. Alors Dupond-Moretti dit qu'il y a un peu la même chose que vous, il veut raccourcir la réponse pénale. Oui. Mais les autres syndicats de magistrats ne veulent pas le voir, là, compte tenu du conflit de ces dernières semaines. Vous l'avez vu cette semaine. Oui. Donc comment vous l'avez-vous trouvé? Dans quel état? Et comment ça peut déboucher? Alors nous, on est allé voir notre ministre, pas parce qu'on estime qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, on est aussi sur la même problématique, mais on estime qu'on différencie, on ne choisit pas notre ministre et que sur, j'allais dire, le travail de ce ministre, il est tout à fait normal que s'il nous invite, on aille y répondre. Donc, on est allé le rencontrer mardi pour voir quelle était sa feuille de route, parce que c'est aussi ça qui intéresse les Français aujourd'hui, en dehors de nos problématiques institutionnelles, c'est aussi quel est le projet. Alors, quel est son projet ? Exactement. Donc, son projet a été annoncé sur ce qu'on appelle la justice de proximité, c'est ce que vous dites très bien, raccourcir les délais, être au plus proche du citoyen, être au plus proche de la réponse. Mais là encore, le risque, c'est qu'on soit dans de l'affichage et de la communication, voire de la démagogie. Pourquoi ? Parce que raccourcir les délais, quand on a des stocks, c'est pas possible. Raccourcir des délais, c'est possible quand on est sur du flux. Mais sur des stocks, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, aujourd'hui dans les tribunaux, 2 ans ou 3 ans de stock, même si vous raccourcissez pour l'avenir les délais des procédures, vos stocks, il faut quand même bien les purger. Sauf qu'il y a bien un moment où justement il faut les purger, sinon on ne s'en sortira jamais. Non, mais c'est pour ça que je veux dire, il faut faire attention à cette communication un peu simpliste, de dire on va raccourcir les délais. Tout le monde est pour raccourcir les délais. Mais pour raccourcir les délais, il ne suffit pas de l'annoncer. Il faut en effet mettre en place un système qui puisse le raccourcir. Ça veut dire simplifier des procédures, ou aller sur des procédures plus rapides et plus courtes, avec le risque, si vous voulez, de léser les victimes, de léser aussi la qualité des procédures, d'avoir une réponse un peu dégradée, etc. Mais là, il a des propositions là-dessus ? Alors, on attend, c'est extrêmement vague pour l'instant sur les propositions, mais là où je vous dis que c'est en injonction contradictoire, c'est que sur les mineurs, qui est le point noir aujourd'hui de la réponse pénale, le point noir, eh bien, le projet, c'est de rallonger les délais. Donc, nous, on va l'attendre au moment où ça va être, si vous voulez, ça va revenir devant l'Assemblée nationale pour dire, mais est-ce que vous maintenez à ce moment-là ce texte qui rallonge les délais alors que vous nous dites qu'il faut les raccourcir, premièrement. Deuxièmement, raccourcir les délais, c'est aussi dans l'esprit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris du ministre, c'est aller aussi sur des alternatives aux poursuites. C'est ça.
C'est-à-dire que, oui, mais c'est bien aussi toute la problématique, c'est qu'une alternative aux poursuites, qui soit par exemple un travail d'intérêt général, trouvera ses limites quand vous avez un commissariat qui est quasiment pris d'assaut avec des mortiers et des tentatives, si vous voulez, pratiquement de meurtre, d'assassinat, pardon, sur des forces de l'ordre. Donc ça, c'est vrai pour une toute petite partie de la délinquance. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui quand même nos citoyens, c'est aussi le spectre haut de la délinquance. C'est-à-dire que là-dessus, sur la délinquance aussi extrêmement grave, qui se développe de plus en plus dans certaines cités, avec le trafic de stupéfiants, avec le trafic d'armes, avec des violences physiques extrêmement importantes, vous n'allez pas faire un travail d'intérêt général, c'est pas vrai. Et ça, c'est une réponse, si vous voulez, qui est inadaptée. Et là, c'est des procédures qui sont longues. Et oui, quand on est sur de la criminalité. Et c'est là où on a des stocks. Et c'est là où... Donc, si vous voulez, on arrive vite à tourner en rond. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, c'est pour ça que la communication, si vous voulez, il faut faire très attention. Par exemple, un autre exemple sur les rodéos, qui est un sujet qui revient tout le temps dans l'actualité. Chaque printemps. Les rodéos, on dit, faites des comparaisons immédiates. Donc, comparaison immédiate, ça veut dire juger très vite, puisqu'en fait, on est enfermé dans des délais qui sont très, très rapides. Et c'est très visible, et là, c'est très intéressant, les comparaisons immédiates, on peut donner une réponse immédiate, comme son nom l'indique. Sauf que la comparaison immédiate, elle est impossible pour les mineurs. Or, qui, aujourd'hui, dans la grande majorité de ces rodéos, provoque, si vous voulez, ces délits? C'est des mineurs. Et là, on retombe sur une procédure. Voilà, c'est pour ça que, si vous voulez... vous ne comprenez pas du tout son plan sur les mineurs. C'est là, j'ai l'impression qu'il a un projet sur les mineurs qui vous a mal expliqué. Ou en tout cas, que vous n'avez pas compris. Ça n'a pas été évoqué. Lors de notre discussion, ce qui a été évoqué, ce qui semblait être sa grande priorité, c'est de nous filmer. Ça, c'était une grande priorité, de faire une chaîne YouTube et de faire de la pédagogie sur certaines audiences. Voilà. Donc ça, c'était une grande priorité. C'est vraiment son idée, alors ? Oui, donc on a beaucoup parlé de ça. Nous, on a dit pourquoi pas, mais avec quand même des réserves techniques très importantes. Voilà, mais ça ne nous semblait pas être prioritaire en tout cas. On a parlé rapidement du budget. Bon, ça, très bien, le budget augmenté, on ne peut que s'en féliciter. Encore une fois, il faudra voir comment après il est ventilé. Il n'a pas voulu qu'on parle justement de la politique pénale. C'était pas son sujet. On a parlé de l'enquête préliminaire qui lui tenait à cœur, mais ça je pense que c'est par rapport à ce qu'il a dénoncé par rapport au parquet national financier sur ces enquêtes préliminaires qui durent très longtemps, donc il faudrait les encadrer dans le temps. Voilà, donc ça c'était une de ses priorités, mais on n'a pas du tout évoqué les mineurs. Sur la question justement de ces enquêtes préliminaires, de la façon dont s'organise aussi cette justice-là, parce que là on a beaucoup parlé de la question de la délinquance des mineurs, il y a aussi autre chose qui souvent occupe l'actualité et que les Français, les citoyens voient, c'est la question des grands scandales, c'est tout ce que traite le parquet national financier. Sur ce plan-là, en fait, l'interrogation de beaucoup de Français, c'est celle de la liberté des juges, de la façon dont sont menées ces enquêtes. Est-ce que la liberté individuelle est préservée ? On avait publié une enquête là-dessus sur la question de savoir si les juges étaient réellement libres, pourquoi ils cognaient de plus en plus fort. Et cette question-là de la préservation de la liberté de la justice, elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des citoyens. Comment on garantit ça ? Comment on garantit une justice qui soit une justice implacable et en même temps qui ne donne pas le pouvoir aux juges ? Ou en tout cas un pouvoir excessif. Oui. Alors, la procédure est une chose sérieuse et c'est là-dessus en fait qu'il faut parler. On parle toujours des lois, mais en fait la procédure, c'est ce qui organise nos libertés, surtout au pénal, puisque voilà, si on est mis en cause, donc la procédure est un sujet très sérieux et c'est un sujet
qui n'a jamais été vraiment pris au sérieux. Je m'explique, c'est-à-dire que dans les chantiers de la justice, hein, on sort quand même de 2 ans de travaux de réforme, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier. Là, sur la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avons eu les chantiers de la justice qui nous ont occupés pendant 2 ans et demi, y compris sur la procédure. Nous avons critiqué la procédure actuelle, qui est une procédure avec 2 cadres d'enquête qui sont la flagrance et l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, vous avez raison, elle est un peu à l'aveugle, puisqu'en fait, c'est une enquête où il n'y a pas de contradictoire ou très peu de contradictoire. Et nous avons proposé de simplifier, puisque c'est le sujet qu'on entend toute la journée, il faut le simplifier, les cadres d'enquête sur un seul cadre d'enquête et de pouvoir mettre en place une collégialité de juges, donc de juges, qui puissent garantir à chaque fois qu'il y a un acte d'enquête qui porte atteinte, si vous voulez, à vos libertés, d'avoir un contrôle du juge. Ça n'a pas été retenu. On a au contraire, au nom de la simplification, encore complexifié, puisqu'on sait faire que ça, nos cadres procéduraux. Et aujourd'hui, on arrive à un système un peu paradoxal. C'est que, et notre ministre en sait quelque chose, puisqu'il a été le héros, pas OS, mais AULT, de la lutte contre le juge d'instruction, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que avoir un juge d'instruction, c'est beaucoup plus... le juge d'instruction est beaucoup plus garant des libertés parce que ça permet d'avoir du contradictoire, d'être informé de ce qui se passe dans une procédure et que quand on a des procédures qui ne sont pas faites par un juge d'instruction mais par le parquet, et bien là, vous avez quasiment peu de contradictoires et l'exercice, j'allais dire, de vos libertés est quand même plus réduit. Or, ça fait à peu près 10 ans que l'on réduit le rôle des juges d'instruction en disant les juges d'instruction, c'était horrible, c'était des juges tout-puissants, vous vous souvenez, c'était des dossiers ou trop, quelle horreur, ils font tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on a 2% de procédures, 2% de procédures qui vont devant les juges d'instruction et que 98% des procédures sont aux mains du parquet. Et donc, tout le pouvoir s'est déplacé sur le parquet, lui-même, quand même sous la tutelle, et c'est toute la problématique de l'indépendance du parquet, du pouvoir politique. Et ça n'a pas aidé à répondre à la question, si vous voulez, ou à l'angoisse des citoyens qui se disent mais comment faire pour être sûr qu'on ne soit pas dans dans des procédures un petit peu abusives. C'est un peu ce que vous avez l'air de dire, mais voilà. Sauf que ce sont ni les juges d'instruction ni les parquetiers qui condamnent, ce sont les juges du siège. Tout à fait. Dont en général on ignore le nom d'ailleurs, c'est 3 magistrats ou plusieurs magistrats anonymes. Ouais. Mais là, il y a, dans les affaires dont parlait Natacha, les grandes affaires financières, il y a eu coup sur coup plusieurs condamnations de la prison ferme. Sur quelles affaires ? Ce qui était un peu inédit, ce qui était un peu nouveau, Fillon, Balkany, Bazir dans l'histoire Karachi, tout ça. Est-ce que vous trouvez franchement, est-ce que c'est un signe d'indépendance ou de sévérité ? En fait, on a un problème sur la corruption en France. Objectivement, on revient de loin. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ça n'existait pas. Vous le savez, c'est tous ces grands juges, Eva Joly, Van Riebeeck, qui ont été des figures de lutte contre la corruption. C'est quand même très français, enfin c'est pas que nous, hein, je vous rassure, mais on a toujours eu du mal à voir quand même une justice qui soit très forte par rapport à la corruption. Bon. Donc on a eu la création du parquet national financier qui avait quand même pour intérêt de centraliser l'information et de pouvoir avoir une logique et une politique pénale contre la corruption et notamment les grandes affaires politico-financières, on va appeler ça comme ça. Mais on n'a pas créé une juridiction spécialisée en parallèle, donc c'est les magistrats classiques en fait qui jugent ces affaires-là. Ce ne sont pas des magistrats qui sont attachés au parquet national financier, même si c'est le parquet. Moi, je trouve qu'on revient de loin et que c'est plutôt bien qu'on s'attaque au problème de la corruption qui est quand même un peu dénié dans notre pays. Par contre, et là on était assez critique, on est toujours un peu sceptique à créer comme ça des entités hyper centralisées, hyper spécialisées, qui peuvent aussi être instrumentalisées
par le pouvoir politique, et c'était la critique qu'on avait faite au moment de la création du parquet national financier, dans la mesure où le statut du parquet en France est quand même très compliqué et très soumis à critique par rapport au pouvoir politique. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question sur la sévérité, mais les magistrats du siège, eux, si vous voulez, c'est les mêmes, que ce soit sur une procédure qui vient du parquet national financier ou sur une procédure qui vient de la section économique et financière. Moi, je pense qu'on a quand même pendant longtemps eu une justice qui était quand même très faible avec les forts et très forte avec les faibles. Hein. C'est La Fontaine, et c'est quand même un combat permanent. Alors qu'après, il y ait des exagérations ou des rattrapages un peu excessifs, c'est tout à fait possible. Je ne connais pas obligatoirement les affaires que vous citez, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu une condamnation extrêmement forte pour M. Cahuzac, qui, à ma connaissance, n'a jamais été en détention. En 2 ans ferme. Oui, mais il n'a jamais été en détention. Non. Parce qu'en fait, on est sur des peines qui sont aménageables. Non, mais est-ce que vous diriez un peu pour les politiques pris dans des affaires ou pour les... Le PNF, c'est pas seulement les politiques, hein, c'est des banques, c'est 7 milliards entre 7 et 10 milliards de condamnations, que ce soit Airbus, les banques suisses, etc. Ouais, on est sur de la transaction. Hein. Oui. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils reconnaissent. Oui. C'est-à-dire les temps changent. Oui, mais ça veut dire qu'ils reconnaissent la transaction. Ouais. C'est-à-dire que c'est des procédures qui sont des procédures particulières un peu sur le système américain de transaction. Ça veut peut-être dire non pas qu'ils reconnaissent, mais qu'ils se disent qu'ils ont intérêt à reconnaître pour ne pas prendre le risque d'aller plus loin dans une procédure. Que vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'allez pas dans la transaction en réalité. Donc ça veut dire aussi qu'on est peut-être en train de découvrir un univers qu'on a laissé de côté aussi pendant des années parce qu'on n'était pas capable d'y aller, et qu'aujourd'hui ça semble énorme, parce que c'est un contentieux sur lequel on n'avait jamais été extrêmement fort. Non, mais je veux dire, l'interprétation, elle peut être dans les deux sens. Mais alors, cette semaine, vous avez eu beaucoup de rendez-vous. Vous êtes allé à l'Élysée aussi. Vous avez vu la conseillère justice du président. Oui. Et au fond, puisque tout remonte, c'est elle qui a aussi commencé à gérer le cas Dupond-Moretti. Oui. Comment vous l'avez trouvé? Quel est leur niveau, d'après vous, de connaissance, de compréhension de tous ces problèmes que vous soulevez dans la maison justice? Alors, la conseillère Élysée, on l'a vu évidemment parce que ça ne vous a pas échappé, qu'on est quand même dans une situation de crise aujourd'hui dans ce ministère, depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Alors, pas nécessairement parce que c'est Éric Dupond-Moretti, en tout cas nous, ça n'a pas été notre réaction, mais à cause du conflit d'intérêts potentiel qui a été soulevé par les uns et par les autres, y compris par nous, par rapport au fait qu'il était mis en cause, enfin il était parti dans une procédure qui avait été initiée par le parquet national financier, sur lequel Cefadette aurait été, recherché, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi des magistrats, des journalistes qui ont eu leur fadette, qui ont été recherchés, et dont Nicole Belloubet avait jugé bon de diligenter une enquête au niveau de l'inspection pour voir s'il y avait eu des problèmes de fonctionnement. Cette enquête a été faite, c'est ce qu'on appelle une enquête de fonctionnement, elle a rendu un rapport, et ce rapport n'a pas mis en cause des magistrats. Mais notre ministre a estimé qu'il ne pouvait pas en rester là, et donc a demandé à ce qu'il y ait une autre enquête pour viser 3 magistrats. Donc à partir de là, il y a eu un émoi, puisqu'en fait on estimait que comme il était parti, j'allais dire qu'il n'était pas, en tout cas indifférent à cette première enquête, c'était compliqué qu'il tout d'un coup vise ces 3 magistrats. Donc on est dans une situation assez inédite de crise et de conflit d'intérêts qui n'est pas propre à ce dossier-là, parce que comme c'est un grand avocat pénaliste, on a un système en France qu'on appelle de remontée d'informations. C'est-à-dire que tous les dossiers où il a pu être avocat, aujourd'hui, qui peuvent être des dossiers importants, font l'objet d'une remontée d'informations, et cette remontée d'informations, normalement, arrive sur le bureau du ministre. Donc là aussi, potentiellement, il y a des conflits d'intérêts à venir. Donc ils ont trouvé une parade en disant qu'il allait faire une déclaration de tous les dossiers où il n'aurait pas ces remontées d'informations. Donc, il n'a pas fait encore. On est allé... si, normalement, elle a été faite à la DACG, mais nous, on n'en a pas connaissance. Donc si vous voulez, tout ça... En fait, la question, c'était quel est l'état d'esprit, le niveau de connaissance de tout ça
de l'ambiance et des problèmes que traverse la justice à l'Élysée? Alors, sur le conflit d'intérêts ou en général? En général. Ah, en général. Bien, je crois que la préoccupation de l'Élysée aujourd'hui, c'était d'abord de sortir du conflit, non pas d'intérêt d'Éric Dupond-Moretti, mais du conflit d'Éric Dupond-Moretti avec les organisations syndicales. Parce que s'ils veulent continuer à travailler sur les sujets généraux qu'on a évoqués aujourd'hui, évidemment, c'est compliqué de le faire contre son ministère. Or, il n'y a pas que les organisations syndicales qui se sont élevées par rapport à ce conflit d'intérêts, puisqu'en fait, on a eu le premier président de la Cour de cassation, qui est quand même le plus grand magistrat, qui a pris aussi la parole dans une tribune, mais surtout, on a eu des motions dans tous les tribunaux de France et de Navarre pour relever ce conflit d'intérêts, et notamment à la Cour d'appel de Paris, qui a été signée par les plus grands magistrats. Donc, la préoccupation première de l'Élysée aujourd'hui, c'est que si on veut travailler sur des dossiers de fond, qui serait celui de la fin du quinquennat, il faut déjà rétablir le lien au sein du ministère de la Justice. Alors, comment ? Donc, c'était ça leur première préoccupation en réalité. Alors, comment ? C'est très compliqué. Il y a deux solutions. C'est de dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et qu'on se trompe. Ça, c'est la solution du Dupond-Moretti. Ça, c'est la solution du Dupond-Moretti et c'est la posture de l'Élysée. C'est de dire non, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse, mais trouvons quand même une solution, une sortie par le haut. Alors, la sortie par le haut est assez étonnante, puisqu'en fait, ça serait de se déporter sur le Premier ministre, sur ce dossier concernant le parquet national financier, où ça serait le Premier ministre qui prendrait en charge, si vous voulez, la réponse qui serait donnée par l'inspection pour savoir si oui ou non il faut renvoyer ces 3 magistrats au disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un peu technique. Donc on a sorti un décret de 59, sauf que le décret de 59 qui permet en effet au Premier ministre de récupérer un périmètre d'activité, ça a été fait pour, par exemple, Madame Buzyn, son mari était directeur du CNRS, elle a dit je ne m'occupe pas de ce dossier parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Le décret de 59, en fait, stipule qu'on peut le faire, on peut tout à fait, sauf que ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait avant. Ça ne se fait pas après. C'est-à-dire que c'est le ministre qui dit « là, j'ai un conflit d'intérêts, je saisis le Premier ministre et je ne veux pas m'occuper ». Sauf que là, ce n'est pas ça. Il s'en est occupé et maintenant, il dit « je me déporte ». Donc, je ne sais pas quelle sera la sortie réelle de ce conflit. Finalement, le choix d'Éric Dupond-Moretti comme ministre, c'est positif, c'est de l'affichage parce que ça occupe les journalistes, ça détermine quelle politique sur les questions de justice et, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe derrière Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire l'ensemble de l'administration de la justice, les nominations, les choix qui vont déterminer véritablement cette politique, je veux dire, derrière l'affichage Dupond-Moretti. Alors, il y a plusieurs réponses en fait à votre question. Il y en a qui pensent que ce choix est un choix purement politique de déstabilisation de l'institution judiciaire, notamment sur le parquet national financier. Donc ça, c'est l'option haute, si vous voulez. Donc dans cette vision, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, de la justice contre le politique ou du politique contre la justice. Et le divorce est consommé depuis longtemps, mais en tout cas, on n'a toujours pas statué sur la garde des enfants. Donc, mais c'est un vieux conflit, si vous voulez. Donc ça, c'est l'option honte, c'est-à-dire de dire tout ça, et on l'a vu dans des tribunes récemment, c'est une façon de stopper la lutte contre la corruption, contre les affaires politiques, etc., y compris dans une vision de présidentielle qui arrive et qu'il faut préparer. Donc, comment on neutralise certains dossiers, comment on en fait sortir d'autres. Et à ce moment-là, Éric Dupond-Moretti serait l'homme idéal pour faire ça, puisque, 1, il nous en veut, apparemment, 2, il déteste le parquet national financier, et 3, c'est une personnalité haut en couleur qui serait capable de porter ça. Ça, c'est une réponse, c'est pas la mienne, mais c'est une réponse à cette question.
La deuxième, alors après je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, ça pouvait tout simplement être quelqu'un qui l'a séduit et dont il trouvait qu'il était disruptif, puisqu'en fait c'est aussi le logiciel de notre président, c'est la disruption. Donc un ministre qui lui aurait dit, bon ben voilà, ce ministère, puisqu'il a toujours été critique quand même sur la manière dont la justice fonctionnait, fonctionne mal. Moi, je serai le ministre qui va tout faire changer et qui va pouvoir faire entrer ce ministère dans la modernité, etc., etc. Sauf que quand il est arrivé, très rapidement, il s'est aperçu qu'il n'aurait ni le temps ni les moyens d'être disruptif. Donc, on est déjà très à minima. Il n'a même pas pu choisir tout à fait les gens avec qui il allait bosser. C'est-à-dire que c'est surtout la question de sa liberté se pose aussi. Oui, après, on peut aussi voir les choses autrement, dire qu'il y a aussi peu de gens qui voulaient venir travailler avec lui. Mais bon, ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mais ça, c'est la deuxième version, c'est-à-dire faire un coup de communication politique de la part d'Emmanuel Macron en disant, voilà, je vais donner un petit coup dans la fourmilière et mettre ce ministère un petit peu sous les feux de la rampe de façon politique. Après, la troisième option, c'est qu'on a un ministre qui, en fait, a un vrai projet qui est porté et qui est en adéquation avec celui d'Emmanuel Macron. Et c'est là où on l'attend, et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'aller aux réunions de travail, c'est de voir si, oui ou non, on a un véritable virage, c'est-à-dire une prise de conscience qu'il y a un problème de sécurité et que Éric Dupond-Moretti sera le ministre, c'est-à-dire le bon casting pour faire ce virage, puisque pour l'instant, si vous voulez, l'opinion publique est plutôt contre nous en disant cette justice fonctionne mal, la police, etc., etc. Voilà, donc il y a ces trois options qui sont sur la table. Moi, je ne sais pas laquelle est la bonne, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais à ce stade, ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui, c'est pas de faire de la politique ou de savoir ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est de savoir si ce ministre sera en capacité de porter les bonnes réformes pour le ministère de la Justice et l'intérêt général du citoyen. Et c'est mal parti, en réalité, c'est quand même très mal parti, puisqu'on est dans un système de blocage et que les réformes dont on a pu déjà voir les contours ne sont pas encore extrêmement ciselées et fermes pour pouvoir se prononcer là-dessus. Ok, ben ça a l'air bien. Eh ben, il y a du pain sur la planche. Ouais, du pain sur la bon, planche. Merci beaucoup. J'ai fait des réponses très frais. Mais oui, mais non, on a pris le temps. C'est très bien. Merci encore. Je ne sais pas si c'était ce que vous êtes... Oui, ça allait. Oui. C'était très bien.